bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Youssef Indy, bonjour surtout les frères Buffet, puisque nous sommes en famille et que nous parlons pour notre famille de pensée, pour tous ceux qui nous suivent, et ils sont quelques dizaines de milliers, qu'ils en soient remerciés. Donc bonjour à la famille. C'est vous Youssef qui allez mener le débat pour cette première partie qui sera consacrée au séisme, au tsunami macronien. La deuxième partie, donc ça sera une vidéo séparée, sera consacrée aux questions internationales, que ce soit à M. Trump, au sommet de Riyad, à l'Iran, à la Turquie, surtout au Qatar, mais également à la Libye ou encore surtout au Rif, où se déroulent des événements importants, essentiels même, dont la presse ne nous parle évidemment pas. Voilà, mais c'est classique, c'est normal, il faut s'y habituer. Nous sommes là pour essayer de rétablir un tant soit peu, avec nos très très faibles moyens, l'équilibre. Alors à propos de rétablissement d'équilibre, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, mais pensez que Youssef Indy a écrit un livre qui était essentiel pour comprendre, nous en sommes à la 5e édition, pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se déploie, quelles sont les idées maîtresses, les idées architectoniques qui sont à l'œuvre, c'est Occident et Islam. Également, il y a un autre livre que je ne montrerai pas ici, mais qui va apparaître à l'écran, c'est à la fois, il y a les mythes liés au choc des civilisations. C'est le numéro 2 de Youssef, et le numéro 3, c'est la religion, la laïcité, dont nous parlerons un peu plus. La mystique de la laïcité. La mystique de la laïcité, merci Youssef. D'ailleurs, c'est moi qui avais trouvé le mot mystique en plus. La mystique de la laïcité, dont il peut être question en filigrane dans cette première partie consacrée au mythe macronien. Et je dis mythe avec un M majuscule parce que c'est un mythe que nous allons tenter de démolir entre ces deux tours. Voilà, pensez une chose, c'est que... alors il ne faut pas le dire, mais je le dis, hein, nous ne sommes ni à BFM, ni à LCI, ni à France Inter, ni à France 24, ni que sais-je encore, encore moins à France Culture. Si nous ne parlons pas de nos livres et si vous ne les achetez pas, parce qu'il s'agit de soutenir, non pas de nous aider, mais de soutenir notre effort. Un livre, c'est des années et des années de travail. Youssef a consacré dans le silence et dans le recueillement plus de 3 ans de préparation avant l'année qui a précédé la parution de ce livre. Si vous ne soutenez pas, ce n'est pas Monsieur Soros, ce n'est pas les subventions de l'État, ça ne sera pas Madame Fleur Pellerin, qui n'est plus au gouvernement depuis longtemps, mais qui a subventionné Dieudonné, entre autres. Ce ne sera pas Madame Fleur Pellerin, ce ne sera pas des associations, des ONG de toutes sortes, ce ne sera personne. Nous marchons sur les eaux, un peu comme certains prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes, mais encore que nous ayons notre vox clamanti in deserto, notre voix s'élève dans un désert, et heureusement que vous, nos suiveurs, vous êtes là. Mais il faut aussi concrétiser ce soutien en achetant des livres, que vous les lisiez ou les lisiez pas. Non, mais lire quand même. Celui de Youssef, vous pouvez le lire. Les miens, mais nous en parlerons tout à l'heure. Ça, c'est lisible, Les Égarés. Si vous voulez comprendre quelque chose au wahhabisme, l'Iran, la destruction nécessaire, c'est un exercice de géopolitique mondiale à propos du système monde, comme vous n'en lirez nulle part ailleurs. Le rapport d'autopsie sur la Syrie, Retour de flamme, vous n'en lirez nulle part ailleurs, et je montre qu'on peut écrire et qu'on pouvait écrire l'histoire en temps réel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On attend des années pour découvrir que midi luisait à midi, mais on le découvre en général à 19h. Et puis Les fiancés de la mort, c'est un sujet d'actualité sur le terrorisme. Tout ça aux éditions Sigès, vous trouvez tout sur Amazon, mais nous y reviendrons. Encore une fois, si nos livres ne sont pas achetés et éventuellement lus, eh bien nos faibles forces iront en s'amenuisant. Voilà, le message est passé. Youssef, à vous. Alors, on va parler du résultat paradoxal des élections législatives. Alors, donc, Emmanuel Macron, son parti, ou plutôt son mouvement,
En Marche n'a recueilli que 14% en fait, des inscrits, concrètement. Et le résultat, c'est plus de 400 sièges au Parlement. Alors, c'est pas une nouveauté, j'avais déjà eu l'occasion ici, entre les détours des élections présidentielles et au lendemain des élections présidentielles, de dire que, quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron aura du mal à avoir une assise sociologique suffisamment large pour mener son action politique dans la durée. Certains m'avaient reproché d'avoir été excessif, parce que j'avais dit à ce moment-là déjà qu'il y avait des chiffres, je ne les ai pas sortis de mon chapeau. Seulement 16% de l'électorat qui a voté pour Macron au second tour des élections présidentielles a véritablement voté pour lui et pour son programme. Et on voit donc avec ces législatives que seulement 14% des inscrits ont voté pour le parti d'Emmanuel Macron. Alors une question se pose, je vous pose, quelle est la légitimité donc, Jean-Michel Vernochet, de cette élection, et donc quelles en seront les conséquences? Vous êtes trop bon, monsieur Youssef Indy. Alors de me poser quelle est la légitimité, je réponds en un mot, elle n'en a aucune, puisqu'il n'y a pas de base sociologique. Les faits, les conséquences d'amplification est considérable, puisqu'on va avoir entre 415, nous annonce-t-on, et 445 députés à l'Assemblée, avec un peu moins de 80 pour les Républicains, et puis Peanuts. Madame Le Pen, c'est 11 millions, Monsieur Mélenchon, c'est 7 millions. Madame Le Pen, avec 11 millions à la présidentielle, au second tour, ou au premier tour, risque, je ne sais plus, vous corrigerez vous-même, risque d'avoir... Elle a perdu 4 millions entre le premier et le second tour. Non, entre les élections présidentielles et les législatives. Bon. Alors, je ne réponds pas à une question que vous ne m'avez pas posée, à savoir pourquoi les Français ne sont-ils pas allés voter, parce que... Ah oui, c'est un record. Ah, c'est un record absolu. Un record. Sur la 5e République, mais certainement sur la 4e, et pire encore sur la 3e, je crois, depuis 1800. Il faudrait regarder précisément si c'est pas 1878, on n'a jamais vu ça. Écoutez, il faut démolir quelques mythes. Vous avez dit 14% des inscrits, parce qu'il faut, au premier grand parti de France qui sont les abstentionnistes, plus de 51%, il faut ajouter les votes blancs et nuls qui ne sont pas comptabilisés, puisque nous sommes dans une démocratie. Il n'y a pas de proportionnel, pas de dose de proportionnel, pas de référendum d'initiative populaire, donc pas de démocratie directe, mais nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que je crois que le grand constat, et le premier mythe à démolir, c'est celui de la démocratie. Les mécanismes, la machinerie électoraliste qui a été mise en place est à ce point élaborée que ça retriture, ça reconfigure l'électorat. On parle de volonté populaire, mais où est la volonté populaire? Ça fait maintenant 20 ans, si ce n'est plus, que le Front National, enfin depuis qu'il y a eu une dose proportionnelle instillée ou instillée par M. Mitterrand, où le Front National a eu 30 députés à l'Assemblée. Mais depuis ce temps-là, grâce à M. Pasqua, on est revenu à un scrutin beaucoup plus serré, on a procédé à des redécoupages, c'est-à-dire à des charcutages, et on a réussi à éliminer complètement la représentation, si bien en 2002, lorsque M. Le Pen père avait eu 7 millions de voix, au moins, si je fais des erreurs de chiffres, encore une fois, vous corrigerez vous-même. Le Front National avait, je crois, zéro député. Ce qui doit scandaliser en dehors de nos frontières, mais comme on ne sait pas, les Français ne savent pas ce qui se dit et ce qui se pense ailleurs que chez nous, ou en dehors du filtre des médias. Alors, 14%, vous êtes bons, oui, c'est même, certains descendent à 13, quelque chose %. Ceux qui sont très généreux disent 15%. C'est dire, et je conclus là-dessus, que la France va être dirigée par une ultra-minorité, mais ce n'est pas nouveau. Une oligarchie. Autrefois, les socialistes gouvernaient, mais avec l'aide à la fois des Verts rouges
et des rouges, c'est-à-dire du Parti communiste. Ils arrivaient en fait péniblement à 15%, 16%, 17%. Il faudrait regarder les statistiques sur, encore une fois, ces 20 ou 30 dernières années. On s'apercevrait, ce serait hallucinant, que la France n'est pas dirigée par les Français, mais par des minorités proactives. Donc, c'est pas le Front National qui est une minorité qui ne sera pas représentée à l'Assemblée. Le Front National, avec 11 millions, n'est pas une minorité. C'est même plutôt une majorité silencieuse. C'est les minorités qui, par des combinaisons, par des mécanismes électoralistes, arrivent à se hisser et à monopoliser le pouvoir. Le scrutin uninominal à 2 tours est une aberration, c'est bien clair. Chez les Anglais, c'est d'un coup et d'un seul coup. Là, j'étais, comme je suis un peu arriéré mental, au soir du premier tour, je regardais Monsieur Cambadélis, ce cher monsieur Cambadélis, autrefois condamné en correctionnel, secrétaire général, il faut toujours le rappeler, secrétaire général ci-devant trotskiste et secrétaire général du Parti socialiste. Qui fait la paire avec Julien Drey. Je vous en remercie. Ce sont des gens qui sont arrivés massivement et qui ont fait une OPA hostile sur le Parti socialiste, mais l'entrisme. Ça s'appelle l'entrisme. Mais comme les socialistes font un peu femelles, ils ont adoré se la faire mettre. Ils ont adoré ça. Eh bien, il n'était pas au second tour, il n'y avait pas de triangulaire avec 22%. Mais forcément, parce que c'est 22% des inscrits. C'était pas 22% des inscrits, c'était 22% des votants. C'est-à-dire rien du tout, moins de 10%. Autrefois, c'était 10% des inscrits qui permettaient d'aller à une triangulaire. Maintenant, c'est 12,5% grâce à M. Pasqua. Vous voyez, c'est la droite. Mais la droite et la gauche... Pasqua ou Raffarin ? Raffarin, vous avez raison. Vous avez raison. Monsieur Pasqua a fait des tas beaucoup de turpitudes. Et il est plus démocrate que Raffarin. Sans doute. Bon, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, alors, bon, donc là, le constat est clair, c'est que l'oligarchie a fait un braquage institutionnel. Ah, j'aime ce terme, un braquage institutionnel. Donc c'est un coup d'État, voilà. Oui, c'est un très très beau braquage. Hein. Alors, maintenant, il y a une question qui subsidiaire. Est-ce que le fait que Jacques Attali ait déclaré que l'on ne doit pas, donc l'on ne sortira pas de l'état d'urgence, a un rapport avec le fait que justement En Marche, le gouvernement actuel, n'a pas de base sociologique suffisamment importante. Je développe. Si d'ici la rentrée ou d'ici les prochains mois, avec les ordonnances, donc Macron qui va défoncer à coup de bulldozer le code du travail, etc., s'il commence à y avoir des manifestations violentes qui pourraient se transformer en émeutes, est-ce que justement cet état d'urgence qui a pour prétexte le terrorisme ne sera pas utilisé justement pour empêcher une explosion sociale? Monsieur Indy, votre question est subtile, judicieuse et pertinente, et la poser, c'est y répondre. Il est bien évident que c'est un outil qui pourra être utilisé dans une multitude de circonstances ou de cas de figure. D'entrée de jeu, mais là ça passe dans l'épaisseur du trait, c'est en filigrane, on sait que l'état d'urgence va passer dans la loi. Donc on va avoir, effectivement, M. Attali l'avait bien annoncé, mais c'est lui l'inspirateur de M. Macron, l'un des inspirateurs, mais l'un des grands inspirateurs de M. Macron. Et c'est lui qui l'a lancé, et c'est lui qui a déclaré déjà en 2014 son parrain. Qu'il serait président. Mais oui, c'est lui qui l'a présenté chez Rothschild, etc. Voilà. Alors, Minck l'a présenté à Rothschild, et Attali l'a présenté à Hollande. Et donc c'est Attali qui l'a fait rentrer à l'Élysée. Voilà. C'est cet homme qui est un fou qui imagine qu'on pourra satisfaire tous ses délires sexuels dans un avenir proche, mais de façon plus ou moins virtuelle ou holographique. Ce fou furieux qui nous parle de onanomadisme. Voilà, dans son livre, c'est dans une brève histoire de l'avenir. Je signale pour ceux, mais on ne sait pas. On connaît des noms, on les encense. Cet homme qui a conseillé tous nos derniers présidents, de Mitterrand, en passant par Chirac jusqu'à M. Hollande. Et qui est un plagiaire patenté, comme l'a fait remarquer d'ailleurs Onfray à plusieurs reprises. Personne n'ose le dire, mais c'est illisible. Il y a 10 conneries par page.
je dis bien, c'est illisible, mais les gens portent ça au pinacle, surtout parce qu'il est relayé par les médias, ce qui n'est pas notre cas. Lisez Les Égarés, lisez Occident et Islam. Non, mais c'est la vérité. Non seulement nous ne faisons pas le point, mais surtout, nous nous battons, non pas contre des moulins à vent, mais nous nous battons... nous ne sommes même pas David contre Goliath, nous n'avons pas de fronde, le combat est terrifiant d'inégalité. On appelle ça une stratégie asymétrique, mais l'asymétrie là est prodigieuse, parce que nous sommes dans les guerres de l'esprit. Alors j'en reviens, je suis un peu perdu, oui, l'état d'urgence, oui, prolongé. L'état d'urgence sera prolongé indéfiniment. C'est un outil qui sera toujours à disposition, c'est ce qu'on appelle un fer au feu. Pourquoi ne pas s'en servir? Le terrorisme, de toute façon, on sait très bien que les terroristes sont des loups qui sont là pour garder le troupeau, qui permettent, alors de temps en temps, il y a une piqûre de rappel, si l'on peut dire. Alors on prend un fou qu'on a placé sous hypnose, qu'on a drogué. Il y a un très joli film marocain, mais nous en reviendrons peut-être tout à l'heure, c'était Les Chevaux, pas Les Chevaux de Feu, un titre comme ça montrant comment on ramassait des gamins dans les banlieues, vivant comme on peut, mais dans des banlieues, dans des bidonvilles, et comment on leur offre une fraternité, une amitié, une famille, comment on les conditionne avant de les mettre, et ce sont les grands attentats de Casablanca. Excellent film marocain, qu'il faut voir et revoir si on veut comprendre comment fonctionne. Donc il y a une piqûre de rappel. Déjà le prix Nobel d'économie, l'ultra grand ultra-libéral qui inspire M. Macron indirectement, qui est mort depuis, Milton Friedman. Milton Friedman nous expliquait que ce soit la délinquance, donc on peut y rajouter le terrorisme, font partie du paysage, c'est le prix à payer. D'ailleurs, on parle de plus en plus à propos de Manchester ou de Londres d'une banalisation du terrorisme. Ça fait partie, encore une fois, ça resserre le consensus social. On se promène avec des petits ours en peluche, des petites bougies, des petits "je suis Charlie". On va dire que c'est une nouvelle variable d'ajustement de la social-démocratie qui est en déliquescence. Qui est en déliquescence et c'est utile et ça permet de maintenir, de créer, que ce soit après le 11 septembre, le Patriot Act 1, puis le Patriot Act 2, qui permet de mettre la totalité de la population. D'ailleurs, l'état d'urgence, c'est une sorte de Patriot Act à la française. À la française, en plus petit, moderato condamine. Mais au lieu de cibler et de viser des populations réellement, potentiellement en risque, croiser drogue, délinquance, et éventuellement islamisme, à ne pas confondre avec l'islam. L'islamisme, Madame Le Pen faisait bien le distinguo. L'islamisme, c'est-à-dire ces formes déviantes, dégénérées de l'islam politique. De l'islam politique. L'islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam et qui est né sur les ruines du califat qu'ils ont eux-mêmes détruit. Je vous remercie, Youssef, vous avez bien résumé la chose. Le titre, c'est "Le wahhabisme est-il un contre-islam?". Effectivement, c'est à la fois un schisme et une hérésie qui n'a rien à voir avec l'islam traditionnel, classique et populaire même. D'ailleurs, on peut assimiler ce phénomène-là à un phénomène qui a été souligné, comme d'habitude, juste en quelques lignes par Emmanuel Todd dans son dernier livre, juste quelques lignes, mais c'est intéressant. Il comparait ces jeunes terroristes perdus, issus du sous-prolétariat, comme on dit. Oui, sous le prolétariat, oui. Et il comparait ça au sous-prolétariat anglais de la fin du 19e siècle, au chômage, donc qui était résultante de la révolution industrielle, et qui se réfugiait dans des sectes protestantes fanatiques. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient justement une sorte de lien social qu'ils avaient perdu dans ces sectes protestantes fanatiques. C'est tout à fait juste. Karl Marx avait théorisé l'utilisation du lupen-prolétariat. Ce sont les gens des ghettos, d'ailleurs, qui ont constitué le gros des troupes nihilistes qui ont déclenché des vagues de terreur dès la fin du 19e siècle et au moment de la révolution de 1905, qui était une révolution importante, conduite par Trotsky et par Vuss.
en Russie, ce lumpenprolétariat, ce prolétariat en haillons, disait Marx, qui a pris la Bastille. Ce sont les faubourgs qu'on a fait déferler, mais c'est pas le prolétariat, ça n'a rien à voir avec le prolétariat, avec le peuple des artisans, des producteurs, et ce prolétariat est ce qu'on pourrait appeler méchamment, mais justement la populace. Cette populace qu'on peut toujours soulever, qui est conduite par des slogans, par des passions et par leur cerveau reptilien. Et c'est ce qu'avait parfaitement démontré Gustave Le Bon lorsqu'il analysait la nature de ces mouvements de masse de la Révolution française. C'était c'était les premiers pas de l'ingénierie sociale, en fait. Les premiers pas par Le Bon. Par Le Bon est repris aujourd'hui, mais sans se référer ou pas suffisamment par Le Bon, par Lucien Cerise, dans Retour sur le Maïdan. Le Bon est l'un des grands penseurs du XXe siècle. Et dont s'est inspiré Édouard Bernays. Édouard Bernays, le neveu de Freud. De Freud tout court, de Sigmund Freud. Il s'était inspiré aussi de Tchakotine, qui était juif, soviétique et français à la fois. Il avait la double nationalité ou la triple nationalité, et bien que l'État hébreu n'existait pas à l'époque, n'existait pas encore, qui a écrit en 1930, 31, 32, publié en français directement, Le viol des foules par la propagande politique. Donc on a la publicité moderne, et cette ingénierie, nous revenons, cette ingénierie sociale, cette ingénierie politique qui a permis l'élection de Macron par la conjonction de la toute-puissance à la fois du CAC 40 et à la fois toute-puissance médiatique et financière. Alors, vous m'aviez posé une question, Youssef, sur l'état d'urgence, et oui. Je vous disais, est-ce que l'état d'urgence ne va pas servir justement à maintenir, à canaliser une future révolte sociale que va produire la destruction la question est fondamentale, puisque si les Français ne s'expriment pas dans les législatives parce qu'ils pensent que les jeux sont joués, que beaucoup pensent Macron a été élu, il faut lui donner sa chance, donc on s'abstient. Mais on est allé à la pêche à la ligne, on est allé pique-niquer, mais nous risquons de le payer très cher, parce que le bulletin de vote qu'on n'a pas mis dans l'urne, ce sera peut-être un pavé qui demain volera à travers les rues. Pauvre CRS, pauvre garde mobile. Oui, je pense que la base sociologique de M. Macron étant inexistante, les élus qui vont se retrouver à l'Assemblée sont des gens qui n'ont aucune pratique, aucune connaissance. Alors, je ne suis pas favorable à une caste politique professionnelle qui, pendant 30 ans, comme M. Mélenchon, va se goinfrer sous les ors et dans les ors de la République, des palais somptueux qui sont les nôtres. Donc, les gens qui seront au fond manipulables, je ne dis pas taillables et corvéables à merci, mais qui seront manipulables. Je vous renvoie à ce très joli livre de Stendhal, Lucien Le Guanet, qui décrivait en fait un Rothschild qui se paye un groupe parlementaire à l'Assemblée avec 30 ou 40 imbéciles, il les prend le plus con possible, et avec 30 ou 40 bons hommes à l'Assemblée, il dirige le pays. À travers Lucien Le Guanet, c'est un roman inachevé, le dernier de Stendhal, dont le vrai nom était Henri Bell. Je vous recommande, puisque que ce soit Balzac, que ce soit Zola, ou que ce soit Zola pour l'argent, ou que ce soit Stendhal, on a une description du monde de l'argent et du pouvoir qui permettent d'éclairer. Il était déjà très fort à l'époque, notamment sous la Troisième République. Sous la Troisième République. Alors l'état d'urgence, l'état d'urgence n'est pas une variable d'ajustement, mais c'est un levier de pouvoir, un instrument, une arme même contre la population civile, dès lors qu'elle aurait les velléités de ne pas être contente, de ne pas se satisfaire de la loi El Khomri Macron puissance 10 qui va nous tomber sur le coin du museau aux alentours du mois d'août. On va se retrouver avec un SMIC horaire à 4 ou 5 euros, comme en Pologne, et puis on pourra licencier, mais là il sera peut-être plus question de licenciement abusif. On va se retrouver encore que il
n'y a pas que les patrons qui abusent, il y a aussi ceux qui utilisent les droits sociaux de façon tout à fait extensive et à leur profit. Il faut le penser, le patron n'a pas toujours tort. Mais là, les acquis sociaux risquent de voler en éclats. Les retraités vont payer une CSG renforcée. La rentrée risque d'être particulièrement pénible. Mais le temps que les Français se réveillent, pensons à M. Guénaud, qui a dit méchamment, c'était pas politiquement correct, que son électorat le faisait vomir. Madame Kosciusko-Morizet va avoir 5%, c'est lui qui a eu les 5%. Mais c'est vrai qu'apparemment les Français n'ont rien compris. Peut-être à aborder la question de sujet que j'ai déjà abordé, notamment dans un article auquel je renvoie. C'est un article qui s'appelle « La mort des idéologies modernes et des partis politiques ». Ça sur Géopolintel. Sur Géopolintel et Égalité et Réconciliation. Et où donc j'expliquais ce phénomène sur la durée, que j'avais déjà expliqué dans la mystique de la laïcité. Je disais qu'on n'est pas, j'écrivais dans cet article, contrairement à ce que certains commentateurs et hommes politiques disent, nous n'assistons pas à une recomposition du système politique, mais à une décomposition du système politique. Et justement, dans un système politique en décomposition, le régime qui est sous-tendu par ce système, la République, étant en danger, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est en train de se rigidifier. Et là, on est en train de basculer dans une dictature oligarchique, lentement depuis des années, mais là, de plus en plus sûrement. Donc, je vous pose la question, est-ce que, si on prend un peu plus de hauteur, est-ce qu'on ne doit pas analyser cette rigidification du pouvoir oligarchique par simplement en fait la décomposition de tout le système politique et d'un régime qui est écoutez, je pense que votre analyse est la bonne. Le pluralisme politique n'existe plus, il n'y a plus d'opposition à l'Assemblée nationale, il y a deux oppositions en dehors qui sont irréconciliables, le populisme de gauche avec M. Mélenchon, le populisme de droite avec Mme Le Pen, mais qui est très largement démonétisé et par de sa seule faute. Parmi les mythes, on croit que à la fois c'était le gouvernement de M. Macron, de M. Macron, de son Premier ministre, est un gouvernement jeune qui représente les aspirations de la jeunesse. Non, les Français, les expats, les Français de l'étranger, ceux qui sont en Californie ont voté massivement pour lui. Ce sont les bobos, ceux qui sont aussi ceux que l'on retrouve peut-être, et sans méchanceté aucune, qu'on retrouve à la Gay Pride. Également les cato-fillonistes. C'est triste à dire, mais M. Fillon, rappelons-le, a quand même appelé à voter M. Macron le soir même de sa défaite, ce qui était hallucinant, consternant, enfin il n'y a pas de qualificatif pour cela. Donc ça fait partie des mythes. M. Macron a été élu par les vieux. Il a été élu par les vieux blancs, les vieux blancs urbains, en pensant que M. Macron était justement l'image de la jeunesse. Mais on dit que M. Macron est un jeune homme, c'est un jeune homme de 39 ans. Si à 39 ans on est un jeune homme, quand est-on un homme, on se le demande. Donc nous avons dit que ces élections n'avaient aucune légitimité, là je ne conclus pas. Et en fait, nous tombons, en un mot, nous tombons dans le régime du parti unique. Oui. Est-ce une avancée, est-ce une régression? Il est évidemment que c'est une involution majeure. C'est la fin d'un processus qui a démarré. Le Parti socialiste n'est plus rien, il parle de vendre Solferino. Exit un certain nombre, Mme Belkacem va dégager au prochain tour, normalement, il n'y a pas de raison. Comme Mme Guigou, c'est Mme Guigou qui, en tant que socialiste, a aligné le droit français sur le droit américain. Je vous renvoie à l'affaire pétrole contre nourriture, appliquant les règles morales du droit américain, mais qui ne s'appliquent pas aux entreprises américaines, mais les appliquant au droit français. Tout le monde a oublié ça, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de juriste pour suivre ces choses de façon plus précise. Ministre de la Justice sous Jospin. Sous Jospin, absolument, ministre de la Justice, et le président était M. Chirac. Oui. Ouais. C'était donc président Chirac, Premier ministre Jospin. Donc Mme Guigou a été retoquée, et combien d'autres la liste n'a aucun intérêt. Donc le Parti socialiste disparaît, il va se recomposer à l'intérieur d'En Marche. Ouais. Donc le nouveau Parti socialiste, mais qui n'est pas socialiste, pardonnez-moi, c'est En Marche.
Et puis, si les choses allaient dans l'ordre logique, on aurait 20 ou 30 députés des Républicains qui rejoindraient le Front National et qui pourraient former un groupe. Mais ces gens auront-ils le courage politique, l'intelligence même politique, la portée, la longueur de vue politique qui leur permettrait de faire ça, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup, puisque, au fond, nous fonctionnons non pas à l'économie, mais à la petite semaine. Ces gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et c'est absolument dommage. Avec la mort de la religion, la mort des idéologies modernes actuellement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous n'avons plus affaire qu'à des partis, des sous-partis se partageant des petites idées, et non pas des idéaux, et encore moins des idéologies. Donc des gens qui n'ont pas de vision à long terme. Les seuls qui ont véritablement une vision à long terme, c'est l'intelligentsia de l'oligarchie qui, elle, est derrière Emmanuel Macron, et qui peut-être a en vue, par contre, ce qu'ils ont en vue, c'est le transfert total de la souveraineté au Politburo de Bruxelles. C'est ça la finalité. De Bruxelles et au-delà, celui de New York, ou de je ne sais où. On doit passer à l'étape supérieure, et c'est ce qui à la gouvernance mondiale, qui sera certainement éclatée. Il n'y aura pas un centre de pouvoir. Ce sera une gouvernance continentale, avec un gouvernement européen. Avec des visées, Youssef, et c'est votre domaine, des visées eschatologiques, oui, puisque ces gens-là veulent la réalisation de l'Éden terrestre. Bien sûr, les gens qui sont les idéologues derrière Macron et les grands idéologues derrière l'oligarchie américaine sont des gens qui ont des visions messianiques. Et lorsqu'on parle de Jacques Attali, c'est évident, il le dit lui-même. Il le dit, il le répète. Comme M. Payon d'ailleurs. Bien sûr, ce sont des gens qui ont une vision de l'histoire qui est messianique juive. La mystique laïque. Oui. De Junius Frey, oui. Qui était aussi Junius était l'un des pseudonymes de Lénine. Il faut penser à ça toujours. De Junius Frey à Vincent Payon. Alors, nous allons conclure ici, Youssef, en vous remerciant. Je vous en prie. Non. Merci à vous. Un dernier mot, non. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On aura l'occasion de revenir. J'annonce que je publierai incessamment sous peu un livre qui aura pour titre gauche versus droite, puisque aujourd'hui plus personne ne sait ce qu'est la gauche et la droite. Ou ce qu'était la gauche et la droite. Théogonie, la théogonie républicaine de Robespierre à Macron. Je pense que c'est un sujet d'actualité et qui pourra éclairer justement sur ce tri qu'il faut faire aujourd'hui entre les populismes de gauche, oui. Version Mélenchon, les populismes de droite, version Le Pen, oui. Qui sont des souverainistes, oui. Des sociaux. Madame Le Pen est une sociale souverainiste contre les mondialistes, je n'ose pas dire apatrides, mais en tout cas vagabonds, cosmopolites, déracinés, cosmopolites. Voilà. Merci Youssef, merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci. Et merci au frère Buffet. Merci à vous. À bientôt.